Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente, une réaction à une interview de Jacques Beau sur la chaîne Max Milo Édition, un analyste que beaucoup d'entre vous connaissent, ancien, officier des services de renseignement suisses, auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits contemporains, notamment sur l'Ukraine et le Moyen-Orient. Le fragment que l'on va analyser aujourd'hui dure environ 40 minutes de la minute, 36 à la minute 76. Il couvre des sujets qui sont au cœur de ce que cette chaîne suit depuis le début, le discours de Trump et Pete Hegseth, l'état réel du champ de bataille iranien, le détroit d'Ormuz, la situation au Liban, la position des Européens, les avions américains abattus et enfin le rôle de la Chine dans ce conflit. Jacques Beau dit beaucoup de choses pertinentes, documentées et courageuses, mais il dit aussi parfois des choses très tranchées sur lesquelles il faudra nuancer. Ce sera le rôle de ces réactions. 3 moments de pause, 3 réactions. La vidéo se terminera pendant la partie sur la Chine, qui est le dernier sujet abordé dans ce fragment. C'est parti. Il faut y ajouter probablement un autre discours qui a eu lieu le week-end passé avec Pete Hegseth, qui, lors de la prière mensuelle du Pentagone, parce qu'il a institué une prière mensuelle, on est d'ailleurs sur des situations religieuses un peu particulières aux États-Unis, où on sent qu'il y a comment dire, un côté un peu messianique. On retrouve un peu la tonalité des croisades. D'ailleurs, je vous rappelle que Pete Hegseth, comme personne, comme personnage, il a sur sa poitrine, il a tatoué la croix de Jérusalem, donc la croix des Templiers, hein, qui est tatouée en tout grand sur sa poitrine. Il a également tatoué sur son bras la devise Dieu le veut, qui était la devise des croisés lors des croisades. Et il a aussi d'ailleurs tatoué en arabe sur son bras le mot kafr, qui signifie kafir, donc infidèle. Donc, on a vraiment ici la dimension d'une opération messianique. Et on se rappelle déjà, d'ailleurs, que Donald Trump, Mike Pompeo, lors du premier mandat de Donald Trump, Mike Pompeo avait dit que Donald Trump avait été choisi par Dieu pour, pour protéger Israël de l'Iran. Et tout récemment, d'ailleurs, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées par des militaires américains. Il y a plus de 200 plaintes, d'ailleurs, qui ont été déposées par des militaires américains parce que des commandants ont dit que Donald Trump avait été oint, donc béni par Jésus, pour s'attaquer à l'Iran. Donc on voit qu'on est dans une dimension qui dépasse très largement la rationalité. Et ça, c'est ce qui est ressorti du discours de Pete Hegseth du week-end passé, où il parlait d'une violence écrasante contre l'Iran et pas de pitié pour ceux qui ne le méritent pas. Donc, on est dans un langage qui est un peu un langage d'adolescent, à vrai dire, et encore, je ne pense pas que ce soit les meilleurs. Euh, donc, euh, et qui est très surprenant parce que on a tendance à reprocher à l'Iran d'être une puissance dictée ou plutôt guidée par la religion, etc. Or, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, on a à peu près le même phénomène, si pas même pire, parce que je pense que la religion telle qu'elle est comprise par les Iraniens est beaucoup moins belliqueuse que la religion telle qu'elle est comprise par Pete Hegseth et ses sbires. Effectivement, Donald Trump a menacé de faire revenir l'Iran à l'âge de pierre. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Alors, d'abord, c'est effectivement très incongru parce que on se demande pourquoi il a fait ce discours qui n'apportait strictement rien, qui n'a fait qu'apporter des rodomontades supplémentaires. Mais je pense que c'est un peu le signe d'une forme de panique qu'on a au sein de la conduite américaine. On s'aperçoit qu'on a lancé quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Et
on pensait que l'Iran allait s'effondrer très rapidement, c'est pas ce qui se passe. L'Iran a toujours des capacités, a même des capacités qui s'affirment toujours davantage. Euh, ils ont détruit à peu près tout ce qui est de radar d'alerte lointaine qu'il y a au Moyen-Orient, c'est-à-dire que les États-Unis sont presque aveugles, pas totalement, mais presque aveugles dans cette partie du monde. Ce qui permet d'ailleurs aux missiles iraniens d'arriver pratiquement sans grande difficulté jusqu'en Israël et à frapper Israël. Israël est très frappé, très touché. Et là aussi, Israël a mis une censure sur toute l'information qui filtre sur les dégâts causés par les missiles israéliens, parce que manifestement, ces dégâts sont considérables. Et je parle de dégâts et non pas de victimes, parce que les Iraniens, semble-t-il, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les opérations précédentes, ils ciblent des objectifs militaires, ils évitent de toucher des victimes civiles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a probablement, en tout cas pas de manière intentionnelle, probablement pas de victimes ou très peu de victimes civiles. Par contre, les centres de commandement sont systématiquement pilonnés, ainsi que les bases aériennes et toutes les bases qui pourraient être utiles aux opérations israéliennes. Parallèlement, on a le Hezbollah qui a décidé de réagir à la présence israélienne. Je vous rappelle qu'en novembre 2024, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui avait été signé entre Israël et le Hezbollah et qui prévoyait que les Israéliens se retiraient du Liban. Or, ils ne se sont jamais retirés. Le Hezbollah a respecté néanmoins le cessez-le-feu, malgré des frappes répétées par les Israéliens bien avant l'attaque contre l'Iran d'ailleurs. Et profitant de la riposte iranienne, eh bien, le Hezbollah a décidé de reconquérir son territoire, le territoire libanais, et de chasser les occupants illégaux de son territoire. Et on a donc une pression assez considérable, cette fois-ci terrestre, qui frappe l'armée israélienne et qui d'ailleurs a provoqué des messages assez alarmistes du chef d'état-major des forces israéliennes qui pense que l'armée israélienne est actuellement un peu à bout de souffle avec les pressions de tous les côtés. Et puis, dans la foulée de ces événements, un troisième acteur s'est invité dans ce conflit, sont les Houthis. Les Houthis qui avaient, on se rappelle, frappé Israël dès octobre 2023, non pas pour détruire Israël, mais pour forcer Israël à accepter un cessez-le-feu avec Gaza. Et les Houthis avaient déclaré que tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, ils frapperaient Israël. Et lorsque un cessez-le-feu a été annoncé l'année passée, eh bien, les Houthis ont donc arrêté de tirer sur Israël comme ils l'avaient promis. Le problème est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où Israël a attaqué des alliés des Houthis et par conséquent, après plusieurs avertissements, les Houthis ont décidé qu'ils entreraient aussi dans le conflit et le 27, ils ont lancé un premier missile contre Israël et ils continueront à le frapper. Alors évidemment, ça n'est pas une puissance qui est déterminante pour Israël, mais néanmoins, ça veut dire qu'Israël se bat maintenant sur plusieurs fronts. Il y a évidemment le front intérieur, entre Gaza, puisque là, le problème n'est toujours pas réglé, la Cisjordanie, où le problème n'est toujours pas réglé, et puis contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre la Syrie et contre les Houthis. Donc, Israël se trouve dans une situation très difficile. Les Américains s'en aperçoivent. Le blocage, ou pas le blocage, puisque le détroit d'Ormuz n'a pas été bloqué, je vous le rappelle, et peut-être on va regarder une carte pour se rappeler un peu de la situation. Donc, voilà. Donc, on a la situation du détroit d'Ormuz, ici, qui n'est pas fermé officiellement par les Iraniens, mais les Iraniens ont déclaré, ont défini, si vous voulez, trois catégories d'acteurs concernant le passage du détroit. Il y a les adversaires, les ennemis,
Israël, les États-Unis et potentiellement les autres pays qui aideraient les États-Unis, pour qui le passage du détroit d'Ormuz est interdit. Il y a les pays dits neutres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas partis au conflit, qui peuvent passer le détroit d'Ormuz moyennant un péage qui est assez élevé, qui peut s'élever jusqu'à 2 millions de dollars par passage. Et puis, il y a finalement les alliés, ou ceux qui sont considérés comme les amis, pas alliés, mais amis de l'Iran, que sont la Chine, la Russie, etc., qui, eux, peuvent passer librement le détroit d'Ormuz. Et cette situation et cette situation d'incertitude sur le détroit d'Ormuz a fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré que le détroit ne soit pas fermé, les compagnies d'assurance sont inquiètes et ont élevé naturellement leurs primes. Et c'est en réalité les compagnies d'assurance qui ferment potentiellement l'accès, y compris de ceux qui pourraient payer le prix le péage pour entrer dans le détroit. Eh bien, les compagnies d'assurance, elles, ont des prix qui sont tellement prohibitifs que le coût du transport s'avérerait pas rentable, et par conséquent, c'est ces différents facteurs additionnés qui font que le détroit est de facto fermé. Et là, Ce que Jacques Beau vient de pointer mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est quelque chose que les grands médias occidentaux refusent systématiquement de nommer. Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis, l'homme qui dirige la machine de guerre américaine contre l'Iran, a tatoué sur sa poitrine la croix des Templiers, la croix des croisades. Sur son bras, la devise « Dieu le veut », la devise des croisés. Et en arabe, le mot « kafir », ce qui signifie « infidèle ». Des commandants américains ont déclaré publiquement que Trump avait été béni par Jésus pour attaquer l'Iran. Plus de 200 plaintes de militaires américains ont été déposées pour ce motif. Imaginez une seconde que ce soit un général iranien qui porte, tatoué sur le corps, des versets coraniques guerriers et qui déclare que son chef d'État a été désigné par Allah pour détruire Israël. Les plateaux de télévision occidentaux tourneraient en boucle pendant des semaines. Ce serait présenté comme la preuve ultime du fanatisme islamiste. Là, silence quasi total dans les grands médias. Sur ce point précis, l'analyse de Jacques Beau est juste. Il y a un double standard flagrant et documenté. L'Occident reproche à l'Iran d'être guidé par la religion, alors que la direction militaire américaine affiche ouvertement une rhétorique de croisade. C'est un fait, pas une opinion. Là où cette chaîne va être plus nuancée que Jacques Beau, c'est sur la comparaison directe entre la religiosité iranienne et celle de Hegseth. La République islamique d'Iran est un État dont le système politique impose des contraintes réelles sur les libertés individuelles, notamment pour les femmes et les minorités religieuses. Ce n'est pas anodin, et ça mérite d'être dit honnêtement. Mais ce constat n'excuse pas le double standard. On ne peut pas passer sous silence le messianisme militaire américain tout en le brandissant comme argument contre l'Iran. C'est de la propagande, pas de l'analyse. Et c'est exactement ce que font nos médias grand public depuis le début de ce conflit. Le fait que l'Iran menace et qu'on a attaqué l'Iran pour empêcher une menace contre le Moyen-Orient, eh bien là aussi, les Occidentaux mentent, les Américains aussi, mais là aussi, on a des mensonges éhontés de la part du ministre des Affaires étrangères français qui a déclaré que l'Iran constituait une menace. Or, les services de renseignement américains ont dit que l'Iran ne constituait pas une menace et au moment où les Américains ont décidé d'attaquer, et que par conséquent, cette guerre était superflue et injustifiée. Donc, on ne voit pas très bien quels sont les objectifs. Par conséquent, quand vous n'avez pas d'objectif, quelle est votre stratégie? Et c'est là qu'est le problème. On n'a pas de stratégie. On a des Américains, notamment Donald Trump, Pete Hegseth, qui se comportent un peu comme des juvéniles et qui en réalité
veulent à tout prix en découdre, frapper, taper, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent à atteindre avec ça. Et probablement que sans dépenser le moindre centime, ils auraient obtenu beaucoup plus et sans doute beaucoup plus naturellement s'ils avaient traité les Iraniens comme des gens normaux et pas comme les Américains l'ont fait en les traitant comme des parias. Donc voilà, il faut bien se représenter ça. Les Américains aujourd'hui sont en train de se ruiner avec une guerre qui ne mène à rien, qui n'a pas d'objectif et qui est sans stratégie. C'est d'ailleurs un constat qui a été fait par les membres du Congrès qui avaient été invités probablement. D'ailleurs, je ne connais pas la teneur exacte de la réunion dans laquelle ils ont été invités, mais probablement pour qu'on leur présente les différentes options d'une opération terrestre en Iran. Et au sortir de cette réunion, les membres du Congrès qui ont été interviewés par la presse américaine ont dit que il y avait aucune stratégie, il n'y avait aucun objectif clair, qu'on ne savait pas du tout où on allait et qu'en réalité, une opération en Iran allait manifestement conduire à un désastre parce qu'on ne savait pas, on va à l'aveugle quelque part, quoi. Voilà. Donc, cette idée de ramener l'Iran à l'âge de pierre, d'ailleurs, on ne voit pas très bien quel est le but de ça, quel est l'intérêt de ça. Attends, ça apporterait quoi? Je sais que les Israéliens sont persuadés que l'Iran leur en veut. Mais de nouveau, si Israël avait une politique conforme au droit international depuis plusieurs années, et notamment depuis qu'il considère l'Iran comme ennemi, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, eh bien, il n'y aurait absolument aucun problème et l'Israël n'aurait même pas besoin de mentionner l'Iran dans sa politique de sécurité, si vous voulez. Puisqu'il n'y a aucun contentieux, quand vous voyez, je rappelle, si vous regardez la carte, vous voyez bien qu'entre les deux pays, vous avez Israël ici, pardon, et l'Iran évidemment là. Vous voyez qu'il y a, je montre la carte puisque apparemment il y a des politiciens français qui ne savent pas où se trouve l'Iran sur la carte. Je- Donc que ça, ils ont une carte pour voir un peu la géographie puisque ils prennent des décisions contre des pays dont ils ne savent même pas où ils se trouvent sur la carte. Petite anecdote en passant. Mais bref, donc il n'y a aucun contentieux, il y a aucun contentieux territorial, il n'y a aucun contentieux idéologique. La communauté juive en Iran est très bien, c'est une des mieux, enfin, je pense que les juifs n'ont jamais été maltraités dans les pays arabes d'une manière générale, mais en Iran, d'ailleurs, c'est la seule, oui, la seule, à part Israël, c'est la seule armée qui accepte des citoyens juifs dans ses rangs, typiquement. Ce qui montre d'ailleurs que l'Iran n'a pas comment dire, d'animosité antisémite comme on l'entend en permanence sur nos plateaux. Alors, les Iraniens, a priori, ont détruit deux, voire trois avions américains et un israélien ces derniers jours. Peut-on quantifier le nombre d'avions abattus depuis le début du conflit? Et est-ce que vous pensez que ces événements peuvent changer cette guerre? Les- Or, c'est évidemment un sujet qui est difficile à commenter ici. Récemment, on a eu des rapports indiquant qu'il y avait eu des avions F-15, donc c'est le F-15 Eagle, et un A-10 Warthog qui avait été détruit. Le Warthog a été détruit dans la région du détroit d'Ormuz, et puis le F-15 Eagle a été détruit à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Alors, et les pilotes, on ne sait pas exactement, on entend un peu tout et son inverse sur le sort des pilotes. Il semble que les Américains aient pu récupérer un pilote de F-15. Le sort des autres pilotes n'est pas connu. Mais ça suscite quand même pas seulement des mois aux États-Unis. Alors d'abord parce que, alors que les Américains ont déjà eu des pertes suite aux différentes attaques iraniennes sur les bases américaines, mais le pilote, c'est toujours quelque chose qui frappe un peu plus. Et puis, ça a suscité un assez grand émoi aux États-Unis, et d'ailleurs même chez nous, parce qu'on en a beaucoup parlé dans nos médias.
Le problème qui est là derrière est que d'abord, ça montre que les Iraniens ont quand même des capacités antiaériennes. Si jusqu'à présent, on a très peu parlé des capacités antiaériennes iraniennes, c'est que jusqu'à présent, les Occidentaux, les Américains et les Israéliens ont bombardé l'Iran à distance avec des bombes guidées qu'ils larguaient à quelques centaines de kilomètres ou une centaine de kilomètres de la frontière ou de l'espace aérien iranien, et les bombes continuaient leur trajet tout seuls vers leur objectif, guidés par des lasers ou par du GPS. Euh, donc les avions restaient en dehors, si vous voulez, de portée des systèmes antiaériens. Les Iraniens ont des systèmes antiaériens, mais ils sont probablement pas très performants. Il est vraisemblable que les Russes aient fourni un système S-400, mais le personnel pour ce système, qui est extrêmement performant, n'est pas encore totalement formé en Iran et qu'il est en cours de formation, raison pour laquelle on n'a pas encore, semble-t-il, d'engagement de ce système. Mais le fait que des avions soient touchés indique que malgré tout, les Iraniens ont quand même des capacités de toucher les avions dès lors qu'ils s'approchent comment dire, de l'espace aérien ou qu'ils entrent dans l'espace aérien iranien. Et il est vraisemblable que, puisque les Iraniens ont très peu de systèmes antiaériens, je parle du système S-400 qui aurait été livré l'année passée par la Russie, il est vraisemblable que ce système soit placé plutôt au centre du pays et donc qu'il ait des capacités optimales à l'intérieur du pays, une région dans laquelle les pilotes américains et israéliens ne se sont pas encore aventurés. Et il est probable aussi, il est possible que les vols qui ont été faits récemment, qui se rapprochent toujours plus du territoire ou de l'espace aérien iranien, soit en fait des sortes de manières de tester ces défenses antiaériennes. Je n'en sais rien, c'est une supposition de ma part, mais ce n'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme ça pour voir quelles sont les capacités iraniennes. Toujours est-il qu'on s'aperçoit qu'ils ont des capacités et que si les Russes devaient aider davantage les Iraniens, c'est probablement dans le domaine de la défense antiaérienne que les Russes pourront apporter les contributions les plus efficaces et les plus significatives à l'Iran. Par conséquent, ces avions qui ont été abattus détruisent en quelque sorte un peu le mythe de la supériorité technologique américaine, quelque part. Et c'est là où, de nouveau, ça ne sont que deux avions, si vous voulez, ou trois. Enfin, on parle aussi d'un F-35 qui aurait été abattu, mais sous toute réserve, parce que là, il y a beaucoup de désinformations de part et d'autre. Et puis, il est probable, d'ailleurs, même pas nécessairement des informations, mais mésinformations, c'est-à-dire de l'information qu'on n'a pas vérifiée, bref, on n'a pas vraiment identifié les appareils. Bref, on ne va pas entrer dans les détails. Toujours est-il que euh, ces destructions montrent que les Américains qui comptent sur leur supériorité technologique sont probablement là de plus en plus pris en défaut. On voit que leurs systèmes de détection radar, d'ailleurs, ont tous été anéantis. Par conséquent, ça veut dire que les systèmes d'alerte radar de toute la région du Golfe ont été inefficaces contre les missiles iraniens. C'est-à-dire que les Iraniens sont capables de contourner les systèmes de détection américains pour pouvoir détruire ces mêmes systèmes de détection. On s'aperçoit aujourd'hui en Israël que pratiquement tous les missiles iraniens traversent la défense aérienne israélienne. Récemment, d'ailleurs, un journal, un média américain, israélien même, d'ailleurs, évoquait un taux de pénétration de 80% des missiles iraniens. Ça veut dire que les Israéliens n'interceptent que 2 missiles sur 10, donc ce qui est quand même assez peu et qui semble être confirmé par ce qu'on observe sur le terrain. Et donc que la technologie iranienne semble très supérieure à la technologie américaine et israélienne. Quand on parle de la technologie antimissile, notamment pour ce qui est des missiles de théâtre, puisque c'est ce qu'on a,
Eh bien, les Américains ont le système THAAD, le système Patriot, bien sûr, et les Israéliens ont le système Arrow, Arrow 2 et 3, et puis leur fameux dôme de fer, qui est en réalité un système plus tactique, si on veut bien, mais tout le monde le voit un petit peu comme emblématique de la technologie israélienne, et pourtant, les missiles passent à travers assez facilement. Donc, on- on- ce conflit met en évidence également l'incapacité de la technologie occidentale face à des technologies qu'on n'avait pas prévues. Et je vous rappelle que dans les 25 ans passés, où les Occidentaux ont été faire des guerres au Moyen-Orient et un peu partout dans le monde, mais notamment au Moyen-Orient, ils se sont chaque fois attaqués à des adversaires qui avaient très peu de systèmes aériens. Par conséquent, ils n'ont pas eu besoin de développer des systèmes antiaériens sophistiqués ou en tout cas qui étaient de nature à arrêter des missiles ou des systèmes d'armes beaucoup plus performants comme ceux qu'ont développés les Iraniens. Donc les Iraniens ont développé des systèmes d'armes qui vont exactement dans les trous de la raquette, si vous voulez. C'est ça qui est assez génial. Ils ont très bien calculé leurs coûts pour qu'ils aient des armes qui passent à travers exactement dans les trous de la raquette, pour prendre cette métaphore. Et les Américains, eux, eh bien, ils s'aperçoivent maintenant, sont aperçus déjà un petit peu avec la crise en Ukraine, mais maintenant, ils s'en aperçoivent évidemment parce que eux sont directement menacés et ils s'aperçoivent que c'est un domaine dans lequel ils ont laissé un peu la technologie de côté et aujourd'hui, ils en payent le prix, comme d'ailleurs tous les Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, si on avait une guerre en Europe, eh bien, on aurait un scénario très semblable, mais cette fois-ci avec des missiles russes qui nous frapperaient. Donc il y a des leçons à tirer de ce point de vue-là. Cette surévaluation de nos capacités technologiques pour déjouer un adversaire sont probablement très exagérées. La supériorité technologique américaine, un mythe en train de s'effondrer. Ce passage sur les avions abattus est l'un des plus importants de toute l'interview et il mérite qu'on prenne le temps de le décortiquer. Récapitulons les faits tels qu'ils sont documentés. Un F-15E abattu à la frontière irako-iranienne. Un Addix Warthog tombé près du détroit d'Ormuz. Un F-35 potentiellement touché, non confirmé officiellement, mais évoqué par plusieurs sources. 5 systèmes radar, THAAD neutralisés. Les AWACS mis hors de combat. Et un taux de pénétration des missiles iraniens en Israël qui atteindrait, selon certaines sources israéliennes elles-mêmes, environ 80%. Ce qui signifie qu'Israël n'intercepte que 2 missiles sur 10. Pour comprendre pourquoi c'est si significatif, il faut comprendre ce que représentent ces systèmes dans la doctrine militaire américaine. Le THAAD, le système Patriot, le dôme de fer israélien, ce sont les boucliers sur lesquels repose toute la promesse de protection américaine à ses alliés. Si ces boucliers ne fonctionnent pas contre des missiles iraniens, alors la garantie de sécurité américaine ne vaut plus rien. Et c'est exactement ce que les pays du Golfe, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe sont en train d'enregistrer. Jacques Beau explique très bien le mécanisme. L'Iran a développé, pendant des décennies, des systèmes d'armes conçus précisément pour passer dans les failles des défenses américaines. Pas pour les surpasser frontalement, l'Iran n'a pas les moyens d'une confrontation symétrique avec les États-Unis, mais pour identifier les angles morts et les exploiter. C'est de la pensée stratégique à long terme, exactement le type de pensée que Washington semble avoir perdu. Il y a aussi quelque chose que Jacques Beau mentionne et qui mérite d'être souligné, l'hypothèse que les Russes aient livré des systèmes S-400 à l'Iran, dont les équipages seraient encore en formation. Si c'est exact et rien ne permet de l'infirmer, cela signifie que les capacités antiaériennes iraniennes ne sont pas encore à leur niveau maximal. Autrement dit,
Ce qu'on voit aujourd'hui n'est sûrement pas le plein potentiel défensif iranien. Sur le Liban, ce que Jacques Beau décrit sur la stratégie du Hezbollah est important. Des hôpitaux bombardés, des stations électriques détruites, des infrastructures d'eau ciblées, exactement le même schéma qu'à Gaza. Cette chaîne le dit clairement. Ces pratiques sont condamnables. Bombarder délibérément des infrastructures civiles pour affaiblir une population, quelle que soit la justification militaire avancée, c'est une violation du droit international humanitaire. Ce n'est pas négociable. Et Jacques Beau a raison sur un point fondamental, le Hezbollah n'est pas une organisation terroriste au sens stratégique du terme. C'est une force militaire organisée avec une doctrine, une stratégie et un mandat constitutionnel de défense du territoire libanais qui remonte au accord de Taïf de 1989. Appelé systématiquement terroriste, tout adversaire qu'on refuse d'affronter politiquement, c'est justement la façon de se fermer. Toutes les portes de sortie diplomatique. Aucun gain, parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Et si Israël avait une stratégie, ils essayeraient au plus de diviser leurs adversaires. Or, il semble qu'Israël fasse tout pour unifier leurs adversaires. Et c'est ça qui est assez surprenant dans cette affaire, c'est de voir que vraiment on a un pays qui fait à peu près toutes les fautes possibles par rapport à la guerre qu'il mène. On a vu d'ailleurs exactement ça par rapport à la situation à Gaza. On voit exactement le même phénomène en Cisjordanie. Il y a cette idée que tout le monde est ennemi et donc qu'il n'y a aucune distinction qu'on peut faire. Et par conséquent, eh bien, on se trouve dans une situation où on a tout le monde à dos en même temps, et puis c'est un petit peu ce qui pourrait causer la perte d'Israël à terme si une telle stratégie se perpétuait. Y a-t-il eu des prisonniers israéliens qui ont été pris? Parce que j'ai vu quelques vidéos là-dessus. Est-ce que vous confirmez ou... Je ne sais pas, j'ai pas étudié ça, j'ai pas vu ça. Ok. C'est peut-être, probablement, mais je n'en ai pas connaissance, donc je ne m'exprimerai pas là-dessus. Les pays européens semblent avoir changé de position concernant la guerre en Iran et en particulier leur positionnement par rapport aux États-Unis. Par exemple, il y a 18 pays européens qui ont exhorté Israël de mettre fin à ses actions militaires au Liban. Il y a des pays, il y a plusieurs pays européens qui ont refusé ce que les Américains survolent donc le territoire de leur pays. Quelle est votre position? Quelle est votre analyse? D'abord, c'est pas totalement nouveau. On avait vu déjà un certain nombre de pays qui déjà, lors des événements de Gaza, s'étaient positionnés. C'est typiquement l'Espagne, qui est un pays qui est assez courageux en la matière, qui a une politique assez claire. On a d'autres pays qui n'ont pas vraiment de politique très claire. C'est le cas de la France, où on change un peu en fonction du vent. Euh, Ce qui explique probablement les réactions en 1940, mais bon, ça c'est autre chose, mais c'est un peu ça, hein. On va vers là où ça souffle de manière la plus efficace. Voilà, mais c'est très, comme on dit en allemand, situatif, c'est selon la situation, mais on n'a pas vraiment de position très claire sur les choses. Ça a été la même chose pour le détroit d'Ormuz, où de temps en temps Macron dit qu'il veut aller l'ouvrir, de temps en temps il dit qu'il ne veut pas le faire. Quand Trump l'invite, il dira qu'il n'ira pas, etc., etc. Enfin bref, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et ça montre d'ailleurs que les Européens dans ce conflit, comme d'ailleurs dans celui de l'Ukraine, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Il n'aime pas l'Iran comme il n'aime pas la Russie, mais je pense que ce qui se passe, c'est que il faut pas oublier que on a ce désastre qui a été provoqué en grande partie par Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Alors Benjamin Netanyahou, il est toléré en Europe parce que il est israélien, et à partir du moment où on est israélien, eh bien c'est des vaches sacrées qu'on touche pas. Mais par rapport à Trump, eh bien, c'est un petit peu, personne l'aime, si vous voulez, parce que, voilà, il est impopulaire en Europe.
Et par conséquent, même si d'ailleurs quand il va enlever Maduro, personne ne réplique. Quand il veut enlever le Groenland ou pour s'emparer du Groenland, on envoie une centaine de militaires de manière assez symbolique, mais on n'ose pas lui tenir la dragée haute. Maintenant, en fait, on a un peu le sentiment que les Iraniens ont montré aux Européens qu'il était possible de s'opposer aux Américains. Et on a un peu l'impression que les Européens prennent courage en voyant ce que font les Iraniens. Un courage qu'ils n'auraient pas sinon, mais là, la situation fait que, eh bien, ils se sentent, oui, encouragés par la situation des Iraniens. C'est assez amusant parce qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse, mais c'est pas le cas. Donc, les Européens n'ont pas de position claire là-dessus. Ils voient qu'aujourd'hui, la position américaine est très faible politiquement. Personne, en réalité, à part d'ailleurs les Européens qui n'ont pas condamné l'attaque contre l'Iran, je le rappelle, ils n'ont pas condamné les massacres de civils, ni la France, ni les autres. D'ailleurs, ils n'ont absolument pas condamné ça. Ils ont juste dit qu'ils n'avaient pas approuvé, ce qui signifie rien du tout parce qu'on leur a rien demandé. Mais ils n'ont pas condamné tout ça. Alors que pour la Russie, il faut condamner à peu près tout ce que la Russie dit. Et puis quand c'était le Hamas en 2023, il fallait condamner à peu près tout ce qui contenait le mot Hamas. Là, pas du tout. Là, on condamne rien du tout. Mais ils s'aperçoivent que la situation se retourne contre eux, il va leur falloir composer avec les pays du Golfe, que les pays du Golfe, d'ailleurs, se sont entretenus avec la Russie et non pas avec l'Europe pour essayer de trouver une solution au conflit. Et vous avez plusieurs maintenant dirigeants arabes. J'avais déjà mentionné ça il y a quelques semaines, que pratiquement tous les dirigeants arabes avaient, dans les premiers jours de l'attaque américano-israélienne, avaient pris contact avec Vladimir Poutine. Ces contacts se sont répétés ces dernières semaines et on voit qu'aujourd'hui, les pays du Golfe ont plus confiance dans la Russie que dans l'Union européenne pour résoudre le conflit. Et que par conséquent, dans une situation où on s'achemine peut-être pas vers une pénurie, mais en tout cas vers une situation qui va avoir une influence sur le prix du dollar, sur le prix du pétrole, pardon, eh bien, les pays européens doivent commencer à composer un petit peu avec la situation réelle sur le terrain. Ils ne peuvent pas négocier à propos du Hezbollah parce qu'ils considèrent le Hezbollah comme terroriste. Donc, ils ont les pieds point liés. Ils ne peuvent pas discuter avec l'Iran parce qu'ils considèrent que les gardiens de la révolution sont terroristes. D'ailleurs, je rappelle à cet égard que l'Iran a déclaré les forces armées françaises, les forces armées européennes, des pays européens comme terroristes aussi. Donc, il y a aussi, là, c'est une réponse du berger à la bergère. Je pense que d'un côté comme de l'autre, aussi bien déclarer les gardiens de la Révolution que déclarer l'armée française comme étant terroriste me semble quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Mais ça montre d'ailleurs, et probablement c'est d'ailleurs le sens des Iraniens quand ils ont voulu faire ça montre un petit peu le côté puéril dans lequel on est entré avec ces désignations de terroristes à gauche et à droite qui ne servent à rien, qui ont comme pour seule fonction finalement d'empêcher le dialogue, parce que c'est la seule fonction de ça. On a suivi d'ailleurs l'exemple des Israéliens qui appellent tout le monde terroriste. Dès qu'ils ont un ennemi, c'est un terroriste. Et quand c'est un terroriste, on peut lui appliquer les sanctions les plus dures, on ne négocie, on ne discute pas avec lui, etc., etc. C'est que les Israéliens considèrent le Hamas comme terroriste, bon, c'est leur affaire, mais j'ai toujours énormément de peine à comprendre pourquoi des pays comme la Suisse ou la France considèrent le Hamas comme terroriste. Parce que nous n'avons pas du tout cette relation-là par rapport au Hamas. Et qu'au contraire, en ayant une attitude plus ouverte par rapport à ces mouvements, eh bien, on pourrait négocier avec eux. Je vous rappelle, les Américains ne sont pas gênés de négocier avec le Hamas, par exemple. Donc, on voit là de nouveau une flexibilité beaucoup plus grande des Américains que des Européens.
Et cette absence, cette rigidité intellectuelle des Européens, avec en fer de lance la France, l'Allemagne, surtout concernant le dossier moyen-oriental, eh bien, on se met dans des cul-de-sac. Et c'est exactement dans ce cul-de-sac que se trouve l'Europe, et c'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui les Européens essayent un petit peu de modérer leur discours, parce qu'ils s'aperçoivent que être dans un cul-de-sac par rapport alors qu'ils ont déjà sanctionné la Russie et que maintenant ils pourraient se trouver privés de gaz ou de pétrole, eh bien ça aura des conséquences considérables sur leurs économies et que par conséquent probablement aujourd'hui il faut avoir une attitude un peu plus comment dire, mesurée, plus nuancée, et pour dire les choses très simplement, plus intelligente par rapport au Moyen-Orient. La Chine semble intensifier son rôle pour essayer de mettre fin à cette guerre en Iran. Quel est son impact et quel rôle elle pourrait jouer? La Chine, c'est assez intéressant parce que j'entends aussi sur des chaînes françaises d'ailleurs, sur des sites français, des gens qui disent la Chine souffre de ce truc-là, c'est pour ça qu'elle essaie de s'impliquer dans la paix, etc. Alors, c'est totalement faux. La Chine est un pays qui est à 84% indépendant en matière d'énergie. En partie parce qu'ils ont adopté les énergies renouvelables, mais ils produisent aussi du pétrole eux-mêmes. Ils ont des sources d'énergie qui sont relativement importantes. Donc, ils dépendent que pour, grosso modo, 16% de l'extérieur. Parmi ces 16%, il y a différentes sources d'énergie, et notamment la Russie, et qui est un des principaux fournisseurs. Mais pas seulement. Il y a différentes régions du monde qui leur apportent de l'énergie. Et l'Iran et les pays du Golfe, d'ailleurs, ne constituent qu'environ 5 ou 6%. L'Iran ne doit constituer que 2 ou 3% de l'approvisionnement de la Chine. Par conséquent, la Chine n'est pas un pays qui est touché de manière extrêmement importante par des pénuries de pétrole. Naturellement que c'est un problème, mais c'est un problème qui peut facilement être contourné grâce d'ailleurs à la Russie, qui a des potentialités beaucoup plus grandes et qui pourrait sans doute compenser, disons, les pertes, ou pas les pertes, mais disons le non-approvisionnement temporaire de la Chine. Donc, la Chine n'est certainement pas le pays qui est le plus à plaindre là-dedans. D'autre part, la Chine, du fait de ses capacités en terres rares et minerais stratégiques, on peut parler du tungstène par exemple, on peut parler aussi des terres rares, eh bien la Chine a un levier considérable sur les pays occidentaux. Et je pense que la Chine aujourd'hui essaye de jouer cette carte pour imposer aux Américains un accord avec la question iranienne. La question iranienne empoisonne en réalité les relations entre le Moyen-Orient et les Occidentaux de manière totalement absurde parce que on l'a déjà discuté à plusieurs reprises. Le problème entre l'Iran et les États-Unis, c'est un problème qui est plus émotionnel que factuel, si on est honnête. L'Iran ne constitue absolument pas une menace pour la région. C'est un pays qui est prêt à coopérer avec l'Occident et la seule raison pour laquelle l'Occident et notamment les Européens n'ont pas voulu coopérer avec l'Iran, c'est qu'ils ont peur des réactions américaines. C'est uniquement ça. Mais sinon, si les Européens avaient eu le courage de tendre la main, ou plutôt de prendre la main que l'Iran leur tendait, c'est comme ça qu'il faut le voir, eh bien, on aurait des relations dans le Moyen-Orient qui seraient beaucoup moins tendues. Et puis, si les Européens, toujours dans la perspective d'une position, d'une posture qui se situerait un peu comme arbitre et non pas comme acteur de la guerre, parce que en réalité, les Européens, même s'ils n'ont pas des troupes sur place et probablement même s'ils empêchent les Américains d'accéder ou d'utiliser leurs bases aériennes pour aller frapper l'Iran, les Européens ont un comportement qui est très fortement associé à celui des Américains. Et ils n'ont pas montré d'ailleurs qu'ils changeaient totalement de leur fusil d'épaule à cet égard. Par conséquent,
si les Européens avaient une attitude plus indépendante, ils auraient sans doute pu avoir une influence beaucoup plus utile sur Israël. D'ailleurs, comme je le dis souvent, quand vous voyez que vous avez un ennemi qui va dans un ami, pardon, qui va dans la mauvaise direction, qu'est-ce que vous faites si vous le considérez comme ami? Vous lui conseillez de revenir dans la bonne direction et vous l'aidez à revenir dans la bonne direction. Si les Européens considéraient Israël comme un ami, ils l'aideraient à revenir dans le chemin du droit international et à mieux s'intégrer dans la région. Or, les Européens n'ont jamais fait ça. Ils ont soutenu Israël dans sa mauvaise direction, un peu comme s'ils voulaient qu'à terme Israël disparaisse. Donc, j'ai parfois comment dire, l'impression que les pays européens sont juste un tout petit peu plus islamophobes qu'antisémites. Mais en gros, ils sont les deux. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas la capacité d'aller vers Israël, de le conseiller et de le conseiller utilement d'aller dans une direction qui va dans un meilleur sens de l'intégration régionale. Là, les pays européens, si Israël devait disparaître, je peux dire que c'est en grande partie à cause des Européens. C'est évidemment en grande partie à cause du comportement d'Israël lui-même parce qu'il n'a jamais su s'intégrer, mais on n'a jamais su aussi l'inciter à s'intégrer et l'inciter à avoir une politique, une politique de sécurité et une politique étrangère qui soit plus en harmonie avec l'environnement. Vous voyez d'ailleurs que les seules initiatives qu'il y a eu, les accords d'Abraham, etc., sont des initiatives américaines, par exemple. Il n'y a aucune initiative européenne. Je pense que les Européens sont toujours aussi antisémites qu'ils l'étaient il y a 80 ans. Ça n'a absolument pas changé. Simplement, ils n'osent pas le dire. Et finalement, ils conduisent Israël dans la mauvaise direction. Et puis, Israël, qui est un peu myope sur un certain nombre de points, eh bien, se satisfait de cette situation, notamment Benjamin Netanyahu, parce que ça favorise sa situation. Donc, on est un petit peu dans cette situation. Si on avait réalisé ça plus tôt, parce que le conflit qu'on a aujourd'hui, en réalité, c'est un conflit qui est en maturation depuis 20 ou 30 ans. Et même plus que ça, puisque les Américains ont gardé une dent contre les Iraniens depuis 1979, d'ailleurs. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est nouveau, mais les Européens n'ont jamais su jouer leur rôle de médiation. Et on a exactement le même phénomène d'ailleurs par rapport à l'Ukraine. Les Européens sont des gens qui ont que la capacité de jeter de l'huile sur le feu, mais qui n'ont pas du tout la capacité de s'instaurer en médiateur. 50 milliards, le choix entre construire et détruire. Cette dernière image que Jacques Beau vient de poser, 50 milliards de dollars pour une guerre sans objectif contre 2500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse. C'est sûrement la meilleure façon de résumer l'époque dans laquelle on vit. Reprenons d'abord ce que Jacques Beau a dit sur les Européens dans cette partie du fragment, parce que c'est fondamental. Les Européens n'ont pas condamné les massacres de civils iraniens. Ils n'ont pas condamné les frappes sur les hôpitaux, les universités, le pont en construction que Trump a présenté comme une cible militaire alors qu'il n'était pas encore achevé. Ils ont dit qu'ils n'approuvaient pas, ce qui ne signifie rien. Pour la Russie, pour le Hamas, il faut condamner fermement et immédiatement. Pour les bombardements américano-israéliens sur l'Iran, on n'approuve pas. Ce double standard est documenté, répété et parfaitement indéfendable. Et Jacques Beau a une formule qui mérite qu'on s'y arrête. Il dit que les Européens ont sûrement conduit Israël dans la mauvaise direction en ne l'aidant pas à se conformer au droit international. Qu'un vrai ami aide à se corriger, pas à persévérer dans l'erreur. C'est une analyse juste et courageuse. Cette chaîne partage cette lecture. Soutenir inconditionnellement un pays qui viole le droit international de façon répétée, que ce soit en Palestine, au Liban ou ailleurs, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la complicité. Et cette complicité a des victimes réelles, civiles, qui n'ont rien demandé à personne. Maintenant, revenons sur la Chine et les 50 milliards. Ce chiffre illustre quelque chose de profond que les médias grand public n'analysent jamais. Sérieusement, le coût d'opportunité des guerres, 50 milliards de dollars,
c'est environ 10 fois le budget annuel de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est plus de 10 fois le budget que Macron a proposé pour développer l'intelligence artificielle en France sur 5 ans, 30 millions d'euros, comme le rappelle Jacques Beau, 30 millions contre 50 milliards. C'est le choix que font les États, et ce choix nous dit tout sur leurs priorités réelles. La Chine construit, pas seulement des trains, des infrastructures, des universités, des réseaux d'énergie, des partenariats économiques à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. La Russie reconstruit malgré les sanctions. L'Iran, avec 47 ans de sanctions, a développé une industrie de missiles et une économie autosuffisante qui résiste à une offensive militaire de la première puissance mondiale, et l'Occident bombarde. Ce n'est pas un jugement moral simpliste, c'est un constat stratégique. Les empires qui dépensent leurs ressources pour maintenir leur domination par la force finissent par s'épuiser. C'est une loi de l'histoire que Rome, l'Empire britannique et l'URSS ont tous vérifié à leurs dépens. Jacques Beau a raison sur l'essentiel. Cette guerre n'a pas d'objectif clair, pas de stratégie. Et les seuls résultats tangibles qu'elle produit sont une inflation qui punit les Américains ordinaires, un prix du pétrole qui monte et une crédibilité américaine qui s'effondre aux yeux du monde. Là où cette chaîne reste vigilante, c'est sur une forme de triomphalisme qui guette parfois dans les analyses proches du camp multipolaire. La Chine n'est pas un modèle de démocratie. La Russie non plus, l'Iran non plus. Le monde multipolaire qui se dessine n'est pas automatiquement un monde plus juste. C'est un monde où la domination unipolaire ne fonctionne plus. La justice, elle, reste à construire. Ce que cette chaîne défend, c'est une chose simple. Pas de massacre de civils, pas de mensonges d'État relayés sans filtre par les médias, et le droit de chaque peuple à sa souveraineté. C'est tout. Ce n'est pas pro-iranien, pro-russe ou pro-chinois. C'est pro-vérité et anti-guerre. Et c'est exactement ce que l'interview de Jacques Beau, dans ses meilleurs moments, contribue à défendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à Monde Multipolaire. Partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. À très bientôt.